Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne Fred Reason. Donc voilà, je vais faire un petit tutoriel en fait sur... Alors déjà pour commencer, avant de dire sur quoi, ouais, donc je vais faire un petit tutoriel. Et voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tutoriel sur la chaîne, voilà. Donc au niveau de la chaîne, ça fait longtemps que j'ai pas fait même de vidéo, mis à part une dernièrement sur Blaze of Fire, un jeu de Mercury Steam qui sort en mai, le 22 mai de cette année, qui est un excellent jeu, qui a l'air d'être un excellent jeu, perso j'ai déjà pris coup. Et donc voilà, un jeu Mercury Steam, donc pour rappeler c'est donc une production de studio qui a donc un studio espagnol qui a travaillé entre autres sur Metroid Dread, sur Samus Return, donc toujours dans la licence Metroid, mais également sur les Castlevania Lord of Shadow 1 et 2, alors, surtout le 1 qui était excellent. Donc voilà, c'est ma dernière vidéo sur la chaîne et depuis j'avais pas fait en fait de nouveaux tutos. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un tuto sur les level instance pour Unreal Engine 5. C'est quand même une des features super importantes. Et ainsi parler des open world. Donc parler des open world, de la création des open world sur Unreal. Et également parler des paquets level actor. Donc, là, ce que j'ai fait, ce que j'ai choisi, donc j'ai choisi le projet Lyra pour pouvoir tester en fait ce que je fais, parce que ça me donnait quand même accès à un personnage, c'est plus sympa quoi, pour tester en fait ce que je fais. Donc ça n'a pas vocation à être joli ce que je vais faire, mais c'est plus pour présenter les fonctionnalités et comment en fait on doit traiter la création d'un point de voie pour que ce soit faisable en fait, pour que ce soit faisable sous Unreal Engine. Et donc je vais vous montrer ça. Je vais commencer par créer un nouveau level. Donc je vais commencer par créer un nouveau level pour vraiment partir de zéro. Donc ça sera vraiment basique. Donc ouais, c'est quand on crée un open world, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une zone vraiment énorme. Donc là, c'est juste une toute petite partie de mon open world. Enfin, toute petite. Une petite partie de mon open world. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que quand on crée un open world, il faudra le remplir. Il faut le remplir et ça peut prendre vraiment beaucoup de temps si on souhaite remplir tout. Alors déjà, une partie pourrait être faite procéduralement. Et une partie va être plus customisée en fait. Et ces parties customisées, on les appelle les points of interest. Donc ça va être en français donc les points d'intérêt. Les points d'intérêt sur la map des endroits en fait, qui vont être faits de toutes pièces. Donc quand je dis de toutes pièces, c'est-à-dire que il n'y aura rien de procédural, quasiment. Et on va donc créer vraiment des assemblages d'assets qu'on pourrait appeler en fait des préfabs comme sur Unity. Et donc on va créer en fait ces préfabs qu'on va ensuite distribuer à divers endroits. Donc le but ça va être de créer en fait des points of interest, donc plusieurs variations de plusieurs types. Donc ça pourrait être juste des points of interest de décoration, donc je dirais POI maintenant, ça va être plus rapide. Donc des POI de décoration, ça peut être également des briques de gameplay, ça peut être tout un tas de choses à vrai dire. Et donc on va voir comment faire ça. Alors déjà première chose c'est que quand on crée un open world, je vais en créer un nouveau. Donc quand on crée un nouveau level, on nous demande si on veut créer un open world, un vide, un level basique ou un level basique vide. Donc là pour le cas, je vais choisir un open world. Je vais choisir un open world avec déjà le terrain. Ça je sauvegarde pas.
Donc voilà, j'ai ma map, elle est totalement vide. Alors, la première chose à noter quand on crée un open world, c'est qu'on on va voir, du moins dans la version où il y a déjà des assets, on va avoir donc tout ce qui est lié aux lumières, ici, les hierarchical load, donc qui va être lié au terrain, qu'on va pouvoir en fait en gros builder. On va avoir le landscape, le PS start, le world data pour notre level et le world partition minimap qui me permet de générer la minimap là. Donc, alors la première chose à faire, c'est que quand vous créez un open world, si c'est la première fois que vous ouvrez Unreal et si c'est la première fois que vous travaillez sur un open world, il est possible que vous ayez certains onglets qui ne sont pas visibles. Il va falloir les afficher, quoi, parce que ils sont importants quand on travaille sur un open world. Donc il va falloir venir sur World Partition ici et activer Data Layer Outliner et World Partition Editor. En ce qui concerne les levels, alors là, donc l'endroit où on mettait les sub-levels dans le niveau classique. Hein. Donc il faut savoir que quand vous travaillez sur un open world, donc qui utilise le World Partition, vous n'avez plus en fait les sub-levels. Donc ouais, vous n'avez plus les sub-levels. Ces sub-levels en fait, qui nous servaient beaucoup quand on travaillait sur un level de type classique, qui nous servait en fait à avoir voilà, des répartitions au niveau, comment dire, voilà, quand on travaillait à plusieurs par exemple sur un level en tant qu'artiste, on avait chacun notre sub-level pour pouvoir travailler nos zones respectives, rajouter nos objets nous-mêmes et avoir toujours un espace libre qui ne soit pas utilisé par quelqu'un d'autre, surtout quand on travaille avec le revision control, donc le revision control qui est en fait le source control. Hein. Donc quand vous utilisez SVN ou Perforce, donc quand vous travaillez une équipe à distance, vous avez besoin d'activer ce source control pour pouvoir locker en fait les fichiers, pour pas que d'autres personnes travaillent sur ces fichiers ou une partie du level justement. Et donc ces sub-levels servaient à ça, évidemment. Et là, on n'en a plus. Alors comment faire, hein? Parce que du coup là, on n'a plus rien, on a juste l'outliner. Bah en fait c'est sous Unreal 5, c'est encore mieux que ça. C'est-à-dire que lorsque vous avez travaillé donc, sur un open world et pas forcément également sur un level de type classique, premièrement, vous allez avoir en fait une feature qui fait que chaque objet en fait va disposer, donc par exemple si je glisse un objet dans la scène comme ça, chaque objet en fait va disposer de nom de package. Et il va être enregistré, c'est-à-dire que chaque fichier va représenter dans le level un fichier, indépendamment de l'objet qui est dans le Content Browser. C'est deux choses différentes. Vous avez là l'instance dans le level et vous avez donc votre objet dans le Content Browser. Et donc en fait quand vous allez dupliquer, scaler l'objet, bouger l'objet ou autre dans le level, vous allez en fait pouvoir saver, vous allez pouvoir en fait donc sauvegarder ces informations là directement au niveau de l'objet en lui-même et pas forcément et pas dans le level. Bon, il faudra quand même sauver le level à la fin, mais si l'objet par exemple il est déjà dans le level, si vous modifiez, alors par contre il faut que je sauvegarde, donc si vous le modifiez après, vous allez en fait avoir un fichier par acteur. Donc dans la documentation d'Unreal, ils appellent ça le one file par actor. Donc qui est une feature super cool de l'Unreal Engine. Donc ça limite vraiment les soucis de se dire voilà, il faut que je crée un sub-level parce que je veux travailler telle ou telle zone
du level et pas empêcher les autres de travailler sur le reste. Là, du coup, on va pouvoir vraiment travailler chaque objet séparément. C'est extrêmement important. Et si quelqu'un a fait des modifications sur un objet, déjà, est en train de faire des modifications sur un objet, lorsque vous allez faire la modification, il va vous dire, mais attention, quelqu'un est en train de travailler sur cet objet-là. Donc c'est où la personne n'a pas encore envoyé des fichiers, enfin, on dit pusher les fichiers sur le serveur, donc pour appliquer les modifications récupérables par tout le monde. Et sinon, dans le cas où donc il n'a pas encore envoyé les fichiers, vous avez juste à lui demander, voilà, est-ce que tu pourrais envoyer les modifications que tu as fait, comme ça je peux travailler dessus juste derrière. Et ça sera, comme ça le fichier lié à l'objet, donc sera libre pour l'utilisation et vous pourrez faire vos modifications, travailler dessus tranquillement et sereinement. Et donc c'est super important, ce one file per actor, donc fichier par acteur. Donc déjà vous avez ça. Vous avez une deuxième chose qui pourrait en quelque sorte remplacer dans une certaine utilisation, remplacer donc les levels. Vous avez les data layers qui va vous permettre en fait de classer les objets par type. Ça, en fait, ça dépend comment vous l'utilisez en fait. Par exemple, avoir toutes les géométries ensemble, avoir tous les lights ensemble, avoir tous les éléments liés au gameplay ensemble. Donc c'est quelque chose qu'on faisait dans les levels en fait. Faire des catégories pour les différents corps de métier. Donc tout ce qui était lié au level design, aux mécaniques de gameplay, aux interactions, enfin tout ça, c'était souvent dans un sub-level à part. Tout ce qui était lié à l'audio, c'est un level à part. Tout ce qui était arts, c'était des levels à part, parce que justement il y avait plusieurs personnes qui travaillaient bien souvent sur ces levels. Et donc les data layers, c'est un peu ça. Puisqu'en plus vous allez pouvoir gérer si les objets vont être automatiquement loadés dans le jeu ou s'il va falloir faire appel à du code pour les loader. Donc un peu comme dans les sub-levels où vous disiez qu'il était loadé ou blueprint. Dans le cas où on disait c'était blueprint, il fallait faire appel au sub-level à partir d'un code blueprint. Donc ça fonctionne un peu pareil. Et vous avez également une accessibilité de rendre visible ou invisible tous les objets en même temps, ce genre de choses. Donc voilà, les data layers, super important également quand vous créez une open world qui commence à être qui va commencer à être un peu plus costaud, on va dire. Ensuite, donc vous avez justement, et donc c'est le thème de la vidéo, ce qu'on appelle les level instances. Donc les level instances, pour le coup, comme je l'ai dit, ça va être des zones de points d'intérêt que vous allez créer. Et en fait, vous allez créer plusieurs variations de ces level instances. Par exemple, prenons le cas de village. C'est ce qu'on va faire. C'est pour ça que j'ai pris un petit pack de camp médiéval pour pouvoir faire un truc un peu plus sympa. Si dans un open world, ce que vous allez avoir souvent, c'est que vous allez avoir des points d'intérêt. Imaginons des villages, comme dans Breath of the Wild. Je prends cet exemple parce que c'est le plus marquant et c'est peut-être le plus clair. Et donc peut-être le plus clair. Et donc vous allez avoir des villages et ces villages quelque part, on s'en rend pas compte en jouant, forcément. Mais il va y avoir toujours des genres de patterns qui reviennent de type de village. C'est-à-dire que le village, il va se répéter, plusieurs fois dans le monde, à certains endroits. Voilà. Ils vont pas mettre 2 fois le même à côté, mais il va peut-être avoir un village à ce niveau-là et un village sur le bout de la montagne. Et le joueur, il fera jamais le lien entre les deux, quoi. Et ça nous permet en fait de dupliquer en fait des petits arrangements de villages
et pouvoir en fait travailler ça donc de façon plus modulaire. Donc de façon plus modulaire, créer des petites zones bien travaillées, beaucoup plus travaillées que ce que pourrait être en fait tout ce qui est généré procéduralement, comme pourrait l'être l'herbe, des forêts, des chemins, voilà, ce genre de choses qui vont être gérées plus procéduralement parce que ça, voilà, ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps à faire à la main d'un grand open world. Mais on va avoir quand même ces petites zones qui vont être très spécifiques et qui vont pouvoir en fait répéter pour pouvoir remplir ce monde. En général, ce qu'on dit, c'est que dans un open world, il faut que tout, à peu près tous les 200 mètres sur la map, il faut qu'il y ait un nouveau point d'intérêt à la vision. Pour pouvoir en fait toujours intéresser le joueur et pour pas qu'il se dise ah c'est vide. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va créer en fait ces petites zones. Donc on va créer un peu ces petites zones ici et là dans ce tutoriel. Donc première chose que j'ai à faire, c'est à sauvegarder mon level. Bon, je viens juste de le créer, il faut lui donner un nom. Donc là pour le coup, moi j'avais déjà fait des petits trucs. Mais je m'étais dit, tiens, ça serait plutôt plus sympa d'avoir des assets un peu. Parce que ce projet Lyra, il est un peu vide. Enfin, il est un peu vide. Il est un peu vide au niveau des props et autres. Alors, donc je vais le nommer. Donc je crois tutorial 02. Bon, parce que je refais la vidéo pour la troisième fois. À cause de toujours les mêmes problèmes. Hein. On se rend compte que le micro est coupé. Et comme j'ai pas envie de faire un gros montage, voilà, c'est presque du direct. Alors, donc voilà, 03, je sauvegarde. Ok. Donc, à savoir pour ceux qui n'ont jamais travaillé sur un open world, quand vous travaillez sur un open world, vous avez donc voilà, ça qui représente ma map. Donc là, c'est le terrain qu'ils ont mis, hein, ça pourrait être plus. Ça pourrait être plus grand. Et donc, vous pouvez dire en fait, vous pouvez dire d'afficher ou de ne pas afficher des zones dans votre open world. Alors par contre, là j'arrive. Voilà. Grâce à cette carte, donc là vous voyez, il y a marqué Last Loaded Region. Donc si vous voulez, vous pouvez dire voilà, je veux unloader tout. Alors de base là, sur ces levels, vous allez toujours avoir en fait ça qui reste affiché. Donc, ces trucs qui restent affichés, c'est les hash load, c'est les hierarchical load. C'est pour ça que vous voyez toujours ça qui est affiché. Donc c'est en fait c'est le terrain mais en version optimisée quoi. Donc ouais. Donc vous pouvez les cacher, ou vous pouvez rebuilder ou carrément supprimer tous les loads. Hload. Si vous les voulez pas. Ça on pourrait le rebuilder après. Ça c'est pour optimiser quoi. Et donc vous allez pouvoir en fait loader des zones du terrain. Donc ça marche par component là pour le coup pour les terrains. Mais également vous allez afficher en fait que les objets qui se trouvent dans les zones. Ça vous permet en fait de travailler plusieurs zones sans faire péter les performances du PC quoi. Donc c'est super important de le savoir. Voilà, j'ai loadé juste cette partie là du terrain. Et moi je vais travailler sur cette partie là du terrain. Voilà, le milieu.
Là, vous voyez qu'il y a la connexion qui s'est faite entre les deux parties. C'est juste qu'en fait que voilà, les composantes, ils ont une certaine taille. Et donc du coup voilà, ma sélection elle est à cheval entre les composantes. C'est pour ça que ça se relie à ce niveau-là. Donc voilà, nous sommes dans notre open world à demi, enfin partiellement loadé. Ce qui nous permet de travailler avec des meilleures performances. Et donc on va commencer à créer ces POI, donc les points d'intérêt. Donc ces petites zones qui vont en fait remplir de manière organique notre open world. Donc comment créer ces points d'intérêt? Donc première chose, vous allez choisir des assets que vous avez déjà fait vous, ou des assets que vous prenez sur Marketplace, peu importe. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris un pack qui s'appelle Medieval Camp Polygon. Et bon, c'est vraiment des assets basiques. J'ai pas envie de dire que c'est pas. Voilà, c'est vraiment basique de chez basique, il n'y a pas de texture. Enfin, il n'y a pas de texture. Il n'y a pas de. Comment dire? Ouais, c'est pas polish quoi. C'est presque du bloc. Enfin, c'est du blockout très rough. Je suis sûr que les couleurs sont faites avec du vertex presque. Non, c'est juste fait avec une map. Voilà. Une map de type blockout qui permet d'avoir des gradients et les UV sont. Voilà, les UV sont calqués sur ces gradients pour avoir différents types de couleurs. Bref, vraiment un truc très 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 blockout. Mais c'est suffisant en fait. C'est suffisant pour la vidéo. Et c'est suffisant également si vous faites du blockout. C'est une très bonne méthode d'utiliser ces gradients et avoir en fait votre palette de couleurs liée par exemple à un biome. Voilà. Ça permet de contrôler un peu déjà les couleurs au niveau du blockout. Donc c'est une bonne chose. Alors, donc ce qu'on va faire, on va faire un petit camp. Un petit camp, version 1, on va dire. Donc là j'ai une genre de petite tente. Je vais peut-être rajouter une tente un peu plus. Voilà, la tente du général, qui est plus belle que les autres. Deux petites tentes allées sur les côtés, en plus de la petite ombrelle là. Qui vont être peut-être des tentes pour cacher des coffres. Et donc voilà, c'est ce qu'il y a de bien en fait, c'est que en fait, voilà, même si ça reste un open world, on va avoir ces petites zones qui vont être plus cool que les autres, plus custom. Donc plus custom, plus cool. Où on va passer un peu plus de temps en fait. Donc là, au début, ce qu'on peut faire, c'est juste placer, voilà, peut-être un peu mieux les placer, parce que là, ça fait un peu triangulaire. Je vais le placer comme ça, là. Celle-là, elle m'embête un peu, l'ombrelle. Je vais la virer pour l'instant. Je vais faire un truc dans ce style. Est-ce qu'on a des palissades dans ce truc là? Bon après je peux toujours améliorer, mais
J'essaie de voir si j'ai des palissades bottle. Peut-être que... Ah, c'est une bouteille. Mais bon, ouais. Il doit bien avoir des petites palissades là. Bon, il n'y a pas de palissade. Donc, je vais peut-être mettre voilà, des petits morceaux de bois. Voilà. Bon, c'est juste pour représenter globalement une pile de bois quoi. Je scale. Voilà. Là, après, je pourrais avoir des rochers, des arbres. Genre un petit arbre. Là. Il est pas très. Il est le minimum du minimum, hein. Mais bon, justement, en fait, c'est ça le truc qu'il y a de bien quand on fait un blockout, c'est faire du travail itératif. C'est-à-dire qu'au début, on ne veut pas que ce soit joli. Au début, on veut juste que ce soit fonctionnel. Pour créer son petit truc là. C'est peut-être une des phases les plus cool en fait. Voilà, où on va au fur et à mesure, on n'est pas obligé de faire le set dressing parfait au début quoi. Genre ces petites pierres ça pourrait être fait plus tard. Donc j'aurais quand même bien aimé avoir des palissades. Moi je pourrais limite en faire avec le modeling tool. Parce que là pour le coup ça manque un peu de cloisonnement de zone. Bon après ça pourrait être un camp ouvert. Ça pourrait être un camp ouvert, il n'y a aucun souci avec ça. Un étendard. Ah non, c'est Bonfire. C'est un peu pareil, non? Ou ça, c'est un truc où on met. Non, c'est un Bonfire aussi. Il est un peu haut pour utiliser avec celui-là. J'aurais plutôt pensé que c'était un truc pour pouvoir faire cuire quelque chose dessus. Une broche, quoi. Hop, le feu. Un petit sol pour le capitaine. Capitaine. Alors. La référence à des inconnus. Capitaine, qu'est-ce qui se passe, capitaine? Il se passe toujours. Enfin, bref. C'est vite fait le tour quand même. Ouais, c'est quoi cette tente? D'accord. Ouais, ça sera plus une tente pour stocker des. Prendre le bois. Pour qu'il soit à l'abri de la pluie. On commence à avoir un petit camp. Pilar. Ouais. Je suis pas convaincu là. Mais limite je pourrais utiliser ce pieu et les dupliquer. Pour faire ma palissade. C'est dommage qu'il pèse une petite. Ouais. Enfin bref. On pourra améliorer ça plus tard. Donc nous avons notre premier camp
Nous avons notre premier camp qui est améliorable. Hein. Mais un camp quand même qui va nous permettre de créer notre level instance, donc notre point d'intérêt. Donc ça peut faire penser au camp qu'il y a dans Elden Ring. Voilà. Donc des camps où il y a des ressources à avoir. Donc limite je vais mettre hop, un coffre dans la tente. C'est bizarre le coffre. Il est un peu plus classique, conventionnel. Mais ça ira très bien. Ça ira très bien. Voilà. Je vais le foutre au fond. Celui-là, je vais le foutre là. Dépasser un chouïa. Voilà. Voilà. Ok. Donc voilà, on a notre petit camp, premier petit camp. Je vais peut-être pas mettre plus pour l'instant. Donc on a notre premier petit camp là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre level instance. Donc globalement, là pour le coup, je pense que là j'ai quasiment tous les objets, parce que j'avais pas d'autres. Le pilier. Et ça et ça. Voilà. Donc j'ai tout ça. Et avec donc ces assets, je vais faire un clic droit et je vais faire level, create level instance. Là, on va avoir une option qui nous dit center, qui nous demande de définir en fait le pivot de notre level instance, de notre préfab en fait. Donc de base, il est sur center min Z, ce qui veut dire que en fait, le pivot de l'objet, de l'acteur, va être centré sur une grille, c'est X, Y, Z, c'est la hauteur. Donc, qui va être centré sur les X et Y, et il va être placé au minimum de la bounding box de la sélection sur les Z. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Mais il faut savoir qu'on peut utiliser aussi un pivot de type totalement centré sur les trois axes. Un pivot actor. Donc si par exemple vous voulez faire en sorte que le pivot soit centré sur le bonfire, donc sur le feu de camp, sur le pivot du feu de camp, pardon, faut savoir que vous pouvez, et voilà, il suffit de dire allez-moi ça sur le bonfire. Et ensuite vous avez World Origin. Ça correspond en fait à créer un pivot sur l'origine du monde qui est en 0, 0 et 0. Seront donc les axes respectifs X, Y, Z. Donc nous on va utiliser center min Z et je fais OK. Donc là il me demande de sauvegarder ça. Donc en général la manière dont on nomme les level instance, ça va être L, I, donc LI. Donc après le descriptif quoi, LI Medieval Camp, et je vais dire 0,1 parce que forcément c'est là toute la puissance du truc, c'est qu'on va créer des variations, et c'est donc genre peut-être avec 10 ou 15 variations bien propres avec des spécificités voilà, bien différentes, ou avec de simples légères variations, on va pouvoir créer en fait de la variété, de la variation dans notre monde, et rendre le truc, donc rendre notre monde pas répétitif quoi. Mais ça va nous permettre de travailler de façon modulaire, c'est-à-dire que là je crée le camp 01,
Alors je vais save. Alors par contre, ce que j'ai pas fait, mais bon c'est pas grave, quand vous faites créer des level instance, bah, le mieux c'est de créer un dossier level instance. Comme ça vous avez vos level instance tous au même endroit. Parce que le truc c'est que en fait les icônes des level instance et des levels normales c'est les mêmes. Donc c'est pour ça que ouais, c'est bien de les séparer par là il veut pas me laisser, ah si, c'est bon. Donc c'est bien de les séparer par folder. Là je peux encore, enfin là je pouvais encore sans qu'il y ait de redirectoire parce que je l'ai pas encore placé dans mon SOSI quoi. Mais vu que je l'ai pas sauvegardé mon level, c'est peut-être pour ça qu'il m'a pas embêté avec les redirectoires. Donc voilà, maintenant vous avez ça qui est un seul objet, ou plutôt actor, qui contient des instances à l'intérieur. Alors il faut savoir un truc, c'est que dans les level instance, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous pouvez mettre autre chose que des static mesh. Vous pouvez mettre des lights, vous pouvez mettre des blueprints, vous pouvez mettre des skeletal mesh, vous pouvez mettre vraiment tout, n'importe quoi. C'est comme un level. C'est comme un level, plutôt comme un sub-level. Et c'est là la force en fait des level instances. Donc il faut savoir que les level instances, il n'y a pas de règle en fait de comment les utiliser dans un projet. C'est-à-dire que certains vont utiliser les level instances pour créer des points of interest comme ça. D'autres vont se servir des level instances pour créer des genres de biomes. Donc par exemple dans un jeu vous allez avoir la zone enneigée, vous allez avoir la zone de la plaine, vous allez avoir la zone du désert, vous allez avoir la zone des marais, etc., etc. Et donc vous allez pouvoir en fait avec des level instances également créer ces différentes zones. Voilà. Certains s'en servent juste comme si c'était des sub-levels en fait. Pour les classer en régions. Après, rien ne vous empêche de créer des régions et de créer des points of interest. C'est totalement possible. C'est vraiment la façon dont vous voulez gérer votre projet, quoi. Je pense que les deux sont intéressants. Voir les deux combinés sont intéressants également. Donc voilà, vous avez ce level instance qui est dans votre level principal, donc votre open world, et en fait ça vous allez en fait le réutiliser plein de fois quoi. Ça vous allez le réutiliser plein de fois. Seul truc, c'est de me dire, mais voilà, maintenant qu'on a fermé, qu'on a un actor, c'est bien, mais je peux plus rentrer dedans, c'est même pas un blueprint. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je le... Enfin, ouais, c'est bizarre. Ah ben en fait, c'est tout simple. Quand vous sélectionnez le level actor, vous pouvez voir en fait que vos objets existent toujours hein, à l'intérieur. Donc, vous pouvez voir que vos objets existent toujours à l'intérieur, mais ils sont tous grisés comme ça. Et donc pour y accéder à nouveau, vous devez en fait donc sélectionner votre objet. Quand vous allez sélectionner votre objet dans les details, vous allez avoir ici level instance, un onglet level instance, et vous allez pouvoir en fait l'éditer. Et quand vous faites edit, vous avez ce truc qui apparaît. Et vous avez à nouveau accès à tous les objets comme c'était. Donc vous pouvez faire des modifications. Vous pouvez rajouter des objets si vous avez envie. On va faire ça après. Donc là, pour l'instant, je cancelle mes modifications. Ce que je vais faire avant tout, c'est de créer une copie de ce camp.
fais une copie de ce camp et il va être à un endroit totalement différent. Bon voilà, pour le coup je le mets pas très loin. Donc je le mets pas très loin, toujours en vue, mais pas très loin. Et donc ça va être une copie de ce camp, exactement la même. Exactement la même. Cela dit, rien ne m'empêche de faire des autres petits arrangements pour que ça soit un peu différent au niveau de l'habillage extérieur. Mais ça restera le même camp en fait. Mais l'avantage en fait de ça, de ce level instance, c'est que donc quand je vais rentrer dans un level instance et que je vais faire une modification, donc je vais faire un truc bien visible pour le coup. Je vais rajouter un gros rocher par exemple. Alors modèle, un rocher, là j'avais vu. Un gros. Ouais, ils sont minuscules. C'est celui-là le plus gros, je crois. Non, c'est celui-là le plus gros. Ouais. Donc un gros rocher que je vais scaler pour le coup. Histoire qu'il soit bien visible. Limite je vais en mettre donc 2-3. Là, il faut savoir que donc, vu que je suis à l'intérieur, vous pouvez voir donc déjà premièrement ce truc là que je suis en édition level instance et vous pouvez également voir que je suis dans le level instance medieval camp 01. Donc je travaille à l'intérieur de ça. Là j'aurais dû piquer et scale down. Là. Donc je fais mes petits arrangements. Voilà, ça reste blockout, hein. C'est pas vocation à être magnifique. Oups. C'est juste pour montrer l'intérêt de ces level instance. Là, et limite des petites pierres autour des grosses. Là. Voilà. Bon. Et voilà. Une fois que vous êtes satisfait, une fois que vous avez placé vos objets, oh, ils sont attachés les deux là. Je les ai linkés sans le voir. Ou alors c'est le même. Peut-être que c'est le même. Il me paraît étrange. Bon, enfin bref. Peut-être que j'ai linké, j'ai pas fait attention, mais ça me paraît étrange, il n'y a qu'un objet de sélectionner là. Enfin bref. Donc une fois que vous avez fait vos modifications, j'aime pas trop la façon dont ils sont orientés de la même façon. Ouais. Vous, une fois que vous avez terminé vos modifications, vous allez faire save. Et en fait, l'avantage avec ces level instance, c'est quand donc justement vous allez faire save. Ah ben du coup, vos modifications que vous avez fait ici, elles se retrouvent également ici
Et c'est là tout l'intérêt des level instance. Vous allez me dire, mais imaginons que je vais faire à peu près le même village, mais à quelque chose près un peu différent. Et dans ce cas-là, il va falloir faire un nouveau level instance. L'avantage, c'est que si vous voulez faire un nouveau level instance, vous allez pouvoir partir, enfin, si vous voulez faire quelque chose de similaire à celui-là, mais une variation quoi, et vous allez pouvoir partir en fait du même level instance. Là, je fais une copie. Donc vous partez du même level instance. Ce que je vais faire, je vais faire ça. Donc vous partez du level instance, et ce que vous allez faire, vous allez faire un clic droit pour faire une variation. Et donc vous allez dire de break. Donc de break de level instance. Voilà. Et donc il vous dit attention, si vous breakez le level instance, voilà, cette action ne peut pas être voilà, CTRL Z. Donc vous faites yes. Donc ça va break le level instance, mais que cette instance de level instance. Celle-là est toujours un level instance que l'on a déjà créé. Donc là, l'avantage, là, il m'a gardé des trucs sélectionnés. Bon, moi, dans tous les cas, il va falloir que je lève les éléments que je veux lever pour faire en sorte qu'il soit un peu plus unique. Par exemple, un camp qui n'aurait tout simplement pas de bois et de tentes. Donc un plus petit quoi. Et qui n'aurait pas de gros rochers. Voilà. Et donc là je vais sélectionner à nouveau. Alors je vais sélectionner à nouveau mes objets. Alors c'est quand même bien de faire quand on commence à faire ça, de créer genre un dossier dans l'outliner, histoire de ne pas avoir à sélectionner tous les objets à la main comme ça. Ouais. Donc là ça devrait être bon. Ouais. Donc là c'est bon, et donc quand vous avez ça, eh ben, vous pouvez dire ok, ben, c'est parti, on va créer un nouveau level instance à partir de ça. Donc créer level instance, donc toujours pareil, hop, et là ça va être medieval camp O2. Save. Et voilà, vous avez un nouveau type de camp pour votre jeu, basé sur le premier camp. Rien ne vous empêche après de le modifier encore. Donc de modifier ça encore. Voilà, ça peut être des camps très proches pour le coup. Donc modifier ça encore pour que ce soit un peu plus personnalisé. Et donc pour ça vous rentrez donc dans le level instance. Vous modifiez ce que vous avez modifié. Vous pouvez dupliquer des objets à l'intérieur. Là. Disons que les pierres se vont être un peu plus rapprochées, plus dans le camp, peut-être près du feu là. Voilà, ça fait des genres de sièges. Ils sont pas dans le sol. Et donc voilà, ça fait au deuxième camp. Et je vais faire save. Voilà. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe si je fais pas save? Je rentre dedans. Imaginons que je fasse voilà, une modification comme ça. Tac. Et au final, je me dis, je vais pas le garder. Je me dis, non, je veux pas le garder. Je
pas convaincu, enfin bref, peu importe. Si vous faites cancel, il va revenir en fait au dernier état. Donc il va revenir au dernier état où vous avez sauvegardé, quoi, en fait, hein, tout simplement. Alors quand vous avez un terrain qui va avoir des déformations, bien souvent c'est bien d'avoir un positionnement comment dire, assez ramassé, quoi. Vous pouvez très vite avoir des objets qui volent au-dessus du terrain. Et le truc c'est que dans ces level instance, vous pouvez pas définir un paramètre qui va, à moins de créer des blueprints, qui va en fait venir coller les assets au sol, quoi. Mais justement, dans les level instance, on peut pas créer ces fonctions. On peut pas créer des fonctions à notre préfab, donc comme un blueprint, quoi. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle les packed level actors. Quand vous allez créer, ça aura un nom un peu différent, ça sera blueprint packed. Ça fonctionne comme les level instance, mais à la différence que dans ces packed level actors, vous allez pouvoir mettre en fait que du static mesh, c'est-à-dire qu'il n'a pas de mobilité. Si vous avez des objets qui sont en mobilité stationary ou movable, vous n'allez pas pouvoir les mettre dans ces paquets de level actors. Mais par contre, vous allez pouvoir définir voilà, du code à l'intérieur de ce truc qui est comme un blueprint. À part que à l'intérieur, vous allez avoir, au lieu d'avoir des static mesh classiques, vous allez avoir des instanced static mesh, donc qui sont plus économiques au niveau des draw calls, et encore, voire mieux, des hierarchical instanced static mesh. Donc ça sera le prochain point de cette vidéo. Donc vous pouvez voir déjà que avec ça, on a déjà donc deux types de camps qu'on va pouvoir en fait scattered, donc on va pouvoir en fait mettre à différents endroits du level, donc avec une rotation, avec certaines rotations, du scale. Si c'est par exemple des rochers, ça peut très bien être scalé. Et donc c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir assez rapidement voilà, créer des zones d'intérêt un peu partout et en fait ne travailler que sur une partie de votre level. Alors il faut savoir que pour les level instance, donc pour les level instance, vous n'êtes pas obligatoirement vous n'êtes pas obligé en fait de les travailler forcément dans le persistent, donc dans votre monde en fait, dans l'open world, le level de l'open world. Vous pouvez loader donc vous pouvez loader ces level instance à part. Et alors voilà, hop, je l'ouvre. Là je le vois pas, mais il est là. C'est juste qu'il n'y a pas de lumière en fait. Et ça me permet, par exemple, si je veux travailler mon truc à part, de travailler comme si c'était un level classique. Et donc faire mes modifications comme si c'était un level classique. Et du coup, voilà, si je fais une modification, ça sera répercuté quand je vais ouvrir à nouveau mon world map, quoi. Donc là, j'ai fait ma petite modif. Et donc je vais retourner dans le level, dans le world. Alors c'est laquelle? C'est celui-là.
Voilà. Donc me voilà de retour avec le rocher que j'ai poussé un peu sur la droite. Bon, en général, on va plutôt voilà, travailler les level instance directement dans la map, profiter de l'éclairage final de votre scène, plutôt que de travailler ça à part, quoi. À part vraiment s'il y a des soucis de perf. Mais bon, si vous avez des soucis de perf dans le level remarque si vous avez des soucis de perf dans le board actor, le board partition. Ouais. Après, rien ne vous empêche, comme je disais, d'unloader des zones. Donc voilà. Donc je peux faire des copies, des variations, un maximum de variations. Enfin, maximum. Non plus un maximum, mais je veux dire, assez de variations pour que ça fasse pas non plus bizarre, quoi. C'est-à-dire voilà, quand on joue, qu'on se dise pas, putain, c'est le même, c'est le même truc, quoi. C'est exactement le même point d'intérêt, quoi. Donc ouais, c'est pour ça que c'est important d'en avoir plus de variations que ça, quoi. Alors par contre, je voulais juste en fait lancer le truc avec le personnage. Hop. Donc je suis dans le truc Lyra. C'est pour ça que je vais avoir un personnage avec l'interface et tout. Tac, et je vais mettre shooter. Qu'est-ce que je vais mettre? Ouais. Lyra default experience. Hop, play. Pour lire. Non, c'est pas celui-là. Ça c'est quand on commence le jeu, quand on choisit le mode en fait, avec ce truc-là. Alors c'est... Bon, je vais prendre voilà, des shooters élimination. Ça sera très bien. Hop. Donc, je prends ma manette. Alors, je pense pas qu'il y ait collision. Si, il y a la collision. Donc il y a les collisions sur les assets. Il n'y a pas les collisions complexes. Parce que les balles s'écrasent pas sur les objets. Bon, après c'est pas très bien grave, hein. C'est pas le but de la vidéo. Donc c'est juste pour dire voilà, que du coup vous avez vos level instance, c'est cool. Voilà, alors maintenant disons que au niveau des level instance, je vais avoir des zones un peu plus spécifiques. Par exemple, peut-être des zones un peu comment dire, des zones de gameplay un peu plus, où je veux avoir des interactions, ce genre de choses, où je veux pouvoir remplacer par exemple juste un élément sans avoir à créer de variation, ce genre de choses. Bon, remplacer un élément voilà, comme si j'avais un level instance et dire voilà, il y a un élément dans le décor, dans ce level instance que je vais pouvoir en fait changer par un autre objet selon comment dire, mes groupes dupliqués dans le level. Bon, je dis groupe pour simplifier le truc, mais voilà. Voilà. Les instances des instances dans le level. Et donc voilà, pouvoir changer juste une partie sans avoir à créer de nouvelles variations. Et c'est là que va intervenir les paquets de level actor, seulement si ces objets-là sont statiques. Donc il ne faut pas que ce soit faut pas que ça soit des comment dire,
des objets animés, ce genre de choses quoi. Faut que ça reste, il n'y aura pas de physique, il n'y aura pas, voilà, c'est juste des static mesh. Donc, ouais, par exemple, je pourrais créer différents bonfires. Au lieu d'avoir le bonfire comme ça à chaque fois. Et donc pour ça, je vais venir. Donc je vais venir dans mes objets là, chercher un bonfire. Ils sont où déjà? Ah si. Là, bonfire. Ouais, bonfire. Donc dans ce bonfire, alors donc c'est toujours ça, et puis il me faut le fire. Hop. Voilà, il me faut le fire. J'ai pas pris le bon axe. Et je vais le mettre un peu plus dans le sol. Pas trop. Ouais. Et plus ouais, centré quand même. Donc ça va être mon bonfire. Limite, je vais un peu scale. Donc ça va être mon bonfire que je vais pouvoir customiser en fait. Donc je vais pouvoir le customiser sans avoir créé de nouvelles variations une fois que j'aurai créé ce qu'on appelle ce paquet level actor. Donc pour créer un paquet de level actor, c'est pareil que pour créer les level instance. Donc vous allez sélectionner les objets que vous voulez mettre dans ce paquet de level actor et vous allez faire clic droit level, create paquet de level actor. Donc là toujours les mêmes options, je fais OK. Là elle va me demander de sauvegarder le level. Mais attendez, c'est pas. Enfin, je demandais de faire un paquet de level actor, je ne veux pas créer un level. Quand vous créez un paquet de level actor, il doit être contenu dans un level instance. Parce que c'est comme ça. Et du coup, ce level instance, ça pourrait être simplement donc nommé LI bonfire. Bonfire. Et voilà. Je fais save. Et après derrière il va me demander sauvegarde le paquet de level actor. Donc généralement le nom est le bon là. Alors j'ai encore sauvegardé ça n'importe où. Donc le nom est le bon là. Après BPP, ça représente Blueprint Packet. Donc ça reste un blueprint en fait, comme je l'ai dit. À part que vous, voilà, il va vous créer les instances static mesh correctement au bon endroit sans avoir à galérer quoi pour le créer. Et du coup, vous allez mettre dans créer un dossier, paquet de level actor. Vous faites donc save. Et donc ça ressemble à ça, paquet de level actor. Vous avez en fait un paquet. L'icône est un paquet avec un level intérieur. Je sais pas si on le voit un peu mieux là peut-être. Je sais pas si on peut le grossir cette icône. Mais ouais, en gros c'est un paquet avec un level à l'intérieur. Donc l'icône du level à l'intérieur. Et donc voilà. J'ai mon paquet de level actor. Alors dans le paquet de level actor, vous pouvez également rentrer à l'intérieur et faire vos modifications. C'est à savoir.
Mais la différence, donc avec les paquets de level actor, c'est que c'est un blueprint. Et donc qui dit blueprint dit que je peux rentrer à l'intérieur et faire du scripting. Donc vous pouvez voir qu'à l'intérieur on a des instances static mesh et pas des static mesh tout simples, ce qui veut dire que c'est plus optimisé que si vous aviez des static mesh, donc moins de brocol, hein. Et donc vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire sur des instances static mesh. Donc là pour le coup, par exemple, alors je sais plus c'est lequel, alors ça, donc c'est celui-là. Alors, donc je vais venir dans l'event graph, pas dans l'event graph, dans le construction script. Donc construction script qui concerne tout ce qui est dans l'éditeur, qui n'est pas runtime. Et donc je vais glisser cette instance static mesh et je vais dire voilà. Je vais dire, j'ai plus le nom, bon, les blueprints j'en fais pas tous les jours, on va dire. Ça, 7. Alors je l'ai fait il y a pas longtemps, hein. Je vais juste aller regarder vite fait. Cette static mesh. Ouais, je comprends pas pourquoi il m'a pas mis. Alors 7 static mesh, voilà, tout simplement. Hop, là, ici, je peux créer une variable donc pour ce static mesh que je vais exposer pour pouvoir modifier dans l'éditeur en instance editable. De base, alors donc là déjà je compile. De base, je peux mettre le static mesh pour pas avoir quelque chose, pour pas avoir un vide en fait. Pour pas avoir un vide par défaut, je peux donc assigner ici le bonfire de base et alors par contre là, j'ai pas fait la modification sur le bon. Ici tac, et donc ma variable je peux la renommer. Je peux la renommer en, je sais pas, bonfire mesh type. Bon, ça pourrait être plus complexe que ça, genre faire un menu déroulé, venir chercher voilà, que des meshs qui correspondent à des bonfires. Mais là je fais un truc simple. Donc là c'est bon, il suffit juste que je compile, hop, je sauvegarde, ça je le ferme, c'est un autre truc. Voilà, donc là, voilà, rien de notable, c'est toujours pareil. Mais la différence, c'est que maintenant, donc vu que c'est un blueprint et vu que j'ai exposé ma variable, je peux venir chercher notre bonfire. Et l'avantage, c'est que vu que c'est un blueprint, et ben voilà, j'ai pas besoin de créer de variation pour avoir un truc comme ça et un truc comme ça. Donc maintenant j'ai en fait voilà, un asset blueprint qui peut paraître des plus classiques en fait, mais la différence c'est que c'est optimisé quoi. Et vous pouvez rendre ça plus complexe également par la suite en l'éditant voilà, en l'éditant directement dans le level et rajouter je sais pas bon,
Alors par contre, là, si je veux sélectionner les objets qui sont à l'extérieur, je ne peux pas, sauf si je rentre dans alors je sais même pas si c'est possible. En général, ça je le fais quand je suis dans un level normal, donc avec des sub-levels. Du coup, je ne sais point si je peux... Non, je pense pas que je peux sortir. Peut-être via le... Je peux limite aller dans le persistent. Mais je pense pas pouvoir éditer deux choses en même temps. Ouais, non, je peux pas. Donc ouais, si je veux, voilà, imaginons je veux modifier ce paquet de level actor et y rajouter, je sais pas moi, peut-être une caisse ou un tonneau pour, voilà, pour s'asseoir sur le tonneau s'il n'est pas trop gros, à côté du feu, comme ça. Là, je fais save. Tac. Donc il va garder quand même ma variable changée pour cette version là. Et ça. Par exemple, là je pourrais faire également un autre truc pour les bidons là. Et dire voilà, je veux avoir 1, 2 ou 3 bidons autour de ce truc là, mettre une variable avec voilà, le nombre de bidons que je veux autour du feu. Et ça me permettrait d'avoir plus d'options pour customiser ce paquet de level actor. Donc ce paquet de level actor qui va se dupliquer également dans mon monde sans souci. Et me permettre d'avoir quelque chose d'encore plus customisé. Donc là pour le coup, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que dans ces level instance, voilà, dans ces level instance, voilà, techniquement, ça j'en ai plus besoin quoi. Je fais save, donc le bonfire dans le level instance, il me sert plus à rien parce que maintenant j'ai ça. Et voilà. Donc maintenant vous avez la différence entre les deux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que comme je l'ai dit, dans les level instance, je peux mettre vraiment tous les assets que j'ai envie. Dans cela, c'est limité au static mesh. Donc dans les paquets de level actor, c'est limité au static mesh. Et dans les level instance, on peut vraiment mettre tout et n'importe quoi. Et donc, vu qu'on peut mettre un peu tout et n'importe quoi dans les level instance, pourquoi garder ce paquet de level actor, ce bonfire, en tant qu'un objet à part en fait, alors qu'il fait vraiment partie du camp quoi. Eh ben voilà, bon, on va faire ça. Hop, je supprime ce paquet de level actor de mon persistent level. Je vais rentrer dans mon level instance. Et après donc pour mettre le bonfire dans ce level instance, ben, il me suffit juste de prendre donc mon BPP li bonfire, donc mon paquet de level actor, le mettre donc dans mon level instance, de save. Et voilà, maintenant j'ai un bonfire customisable à l'intérieur de mon level instance. Donc voilà, ça la variation que j'avais fait donc avec la barre là, là je vais la supprimer. Alors le seul inconvénient c'est que lorsque vous allez mettre un paquet de level actor dans un level instance, donc automatiquement en fait les modifications que vous allez faire dans un level instance vont se répercuter sur les autres level instance. Donc du coup si vous faites une modification dans le paquet de level actor du bonfire et que vous mettez le bonfire 1,
ça va automatiquement, oups, ça va automatiquement faire la modification sur les autres. C'est tout à fait logique. Si vous voulez garder la possibilité d'avoir les options du bonfire, mais vraiment unique à cet objet, et il faut qu'il soit dans son level instance à lui. C'est-à-dire que là maintenant il fait partie des nodes level instance. Donc du coup ça pose souci quoi. Donc ça pose souci pour pouvoir juste changer ce bonfire. Ouais. Même si vous faites les modifications en rentrant dans le BPP, donc dans le paquet de level actor, il va revenir à cette version. Donc ouais. Donc si vous voulez vraiment un truc qui ne soit un bonfire qui ne soit pas influencé par le level instance, il va falloir le positionner à part. Voilà. Et là, il n'y aura aucun souci pour changer ça. Alors là, par contre, je suis toujours... Non, là, je suis... Ok. Voilà, là, je rentre dans le paquet level actor. Je ne comprends pas pourquoi il me change ça comme ça. Je fais save. Donc ouais, en fait je pense que en fait l'erreur que j'avais, c'est juste que je rentrais dans le paquet de level actor. Je n'ai même pas besoin en fait de rentrer dans le paquet de level actor. Pour faire ma modification, si je veux avoir un paquet de level actor voilà, à part comme ça. Si je veux changer de bonfire, il me suffit juste en fait de changer de bonfire sans avoir à rentrer en fait dedans. C'est pour ça que ça faisait ce truc là. Donc voilà. Voilà. Par contre, rien ne m'empêche de venir rentrer, si je veux rajouter par exemple un bidon, rentrer dans le paquet de level actor. Là, hop, rajouter un bidon, je save, tac. Et ça me update également mes paquets de level actor qui sont dans le level instance. Et donc, bien sûr, après vous pouvez créer des variations de bonfire si vous avez envie de bonfire ou autre chose. Par exemple, vous pourriez faire des petites accumulations de rochers avec des paquets de level actor pour pouvoir les utiliser plein de fois dans le level instance pour créer des zones rocheuses. Ce genre de choses quoi. Vous avez tout un tas de possibilités de création. Donc dans les paquets de level actor, ce qu'il faut retenir c'est static mesh seulement et possibilité de scripter des choses. Dans ces blueprints, ça reste en fait au final des blueprints quoi. Alors là, ce que je vais faire, je vais juste supprimer celui-là. Tac. Je voulais pas un bidon en trop. Et voilà, donc tout est mis à jour de partout où il y a ces level instance. Et donc voilà. Tu vois, je supprime. Ça, c'était ma variation de level instance, donc c'est normal que je n'ai pas le bonfire différent, quoi. Enfin, c'est normal que j'ai pas le bonfire dans le paquet de level actor. Limite, c'est un truc que je pourrais changer si j'ai envie. Mais là, pour le coup, je vais garder celui-là comme ça.
Et donc voilà, ça me permet vraiment en fait d'itérer. Imaginons que j'ai une carte qui fait 20 km de longueur, quoi. Et voilà, je vais pas m'amuser à venir modifier tous les, tous les, tous les, tous les, toutes les petites zones là, comme ça. Je vais venir modifier en fait chacune des petites zones. Donc toutes mes variations de petites zones. Et ça va m'updater tout mon monde. Voilà. Si par exemple par la suite je veux fermer ces zones, mettre des palissades, paf, ça va vraiment m'updater. Imaginons que j'ai ce truc là dupliquer une centaine de fois. Ça va vraiment me changer tout le décor en pas très longtemps. Donc ça fait gagner un temps de dingue, quoi. Et puis vous voyez votre niveau vraiment changer d'un coup, juste en faisant une petite modification à un endroit. C'est assez génial. Et en plus c'est bien optimisé. Donc voilà. Donc dernier point. Jusqu'à maintenant on a vu donc les level instance, on a vu les paquets de level actor, leurs différences, et on n'a pas vu une seule chose, c'est ce qu'on pouvait avoir, ce à quoi pouvaient servir les sub-levels. Donc les data layers, ce n'est pas considéré en fait comme un sub-level, mais ça vous donne des possibilités de cacher, de loader des objets automatiquement quand vous ouvrez la map, ce genre de choses, de loader des objets, de pas loader des objets pour devoir les loader avec le code. Donc ce que permettait de faire les sub-levels, en gros, ça permet également voilà, de cacher des layers entiers. Par exemple, si je veux cacher tous mes static mesh, enfin, ce qu'on peut faire également avec ça, mais par exemple, si je veux cacher tous les static mesh de type voilà, camp, donc les camps, je pourrais créer un data layer juste pour les camps en fait. Donc pour ça, ce qui devrait être fait, donc pour ça, ce qui devrait être fait, c'est qu'on aurait créé donc un nouveau data layer. Donc pour ça, vous allez dans l'onglet data layer, vous faites create new data layer et vous faites create new data layer comme ça. Hop. Vous allez nommer ce data layer et le mettre dans un folder data layer que vous allez appeler DLGL. Je sais pas, par exemple camp, POE. Donc par exemple, donc maintenant vous avez ça. Donc ce chose là je sauvegarde, je vais également sauvegarder mon level, donc mon level principal. Alors qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors bon, là j'ai une erreur parce que il y a la façon de configurer le projet Lyra utilise les plugins pour tout le contenu en fait. Et en fait les objets, les références d'assets devraient venir de l'engine content et des dossiers plugins en fait. Donc c'est une façon de travailler qui vous permettent en fait de plugger certains contenus à votre jeu. Et ils utilisent donc les plugins pour ça. Voilà. Voilà, toute cette section plugin là utilise en fait du contenu. Donc ils utilisent du contenu, utiliser ça pour un jeu en particulier. Donc les levels étaient faits
dans des dossiers plugins, là, comme ça. Tout ce qui était relatif à un level était fait dans les dossiers plugins. Donc, enfin bref, là j'ai ça quand même sauvegardé, il me semble. Donc, ça sauvegardé. Donc, là j'ai mon data viewer qui s'appelle Camp POI. Et donc là pour l'instant il est vide. Pour l'instant il est vide. Il va falloir en fait rajouter ces camps. Parce que bon, c'est, je vais pouvoir en fait afficher ou non ces camps avec ce data layer. Donc je vais venir sélectionner mes camps. Bon, je connais tous ces sélectionnés par nom dans l'outliner, mais bon, il n'y en a pas tant que ça. Donc je les ai sélectionnés, je fais un clic droit sur la data layer et je dis add actor in data layer. Non, pas ça. Add selected actor to selected data layer. Ouais. Là maintenant ils font partie de ce data layer. Et donc voilà. Alors il y a deux choses. Vous avez un premier onglet ici qui dit data layer loaded in editor. Si vous désélectionnez, il va décharger complètement ces data layers de l'éditeur. Si vous appuyez sur ça, vous les cachez juste. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Et ensuite, vous avez des informations à ce niveau-là quand vous cliquez en fait sur le data layer, qui dit, alors dans l'éditeur, is initially visible. Donc en fait, ça veut dire que quand vous allez loader la map, si c'est coché, ils vont être visibles. Si c'est décoché, ils vont être pas visibles, mais ils seront loadés. Si vous voulez pas les loader, quand vous loadez la map, il faudra décocher ça. Donc c'est juste une histoire, voilà. Si jamais c'est vraiment ça prend trop de sources et que vous voulez pas forcément voir les assets tout le temps, ou si c'est des assets qui ne doivent n'apparaître qu'en in-game, vous pouvez les déloader de base quand vous ouvrez la map en fait. Et ensuite vous avez les options relatives au runtime, c'est-à-dire quand le jeu se lance. Donc de base, voilà, initial runtime state and loaded. Ça veut dire que quand vous allez lancer le jeu, ils vont pas y être. Il va falloir en fait les faire un appel pour qu'ils soient visibles. Ensuite vous avez le loaded. Ça veut dire que ils sont loadés mais ils ne sont pas visibles. Mais ils sont loadés. C'est-à-dire qu'ils sont déjà en mémoire. Et ensuite vous avez activated. Ça veut dire qu'ils vont être loadés et visibles. Donc clairement, là si je sauvegarde, alors je sais pas si ça marche en mode prévu. Check data validation, il me marque encore le même truc. Bon, ça marche. Peut-être que j'ai pas cliqué sur. J'ai fait peut-être un save all ou je sais pas. Donc voilà, c'est quand même différent. Alors je vais tester parce que je suis. C'est vrai que j'ai jamais fait trop gaffe à ça. Si runtime, c'est forcément pareil en mode éditeur. Enfin, en mode éditeur. Play dans l'éditeur. Donc là, techniquement, j'ai dit qu'ils étaient donc visibles dans l'éditeur. Mais unloaded in runtime. C'est-à-dire qu'ils sont même pas en mémoire. Quand je vais lancer la partie. Alors, je sais pas si c'est le cas quand on teste dans l'éditeur. C'est aussi le cas quand c'est dans l'éditeur.
Et donc voilà, là ils sont pas visibles, même quand je même quand je play dans l'éditeur, ils sont pas visibles, ils sont même pas loadés en mémoire. Si vous voulez qu'ils soient loadés en mémoire, vous faites ça. Bon, techniquement, si je lance, on verra pas la différence, parce qu'ils seront pas visibles toujours. Voilà, si je fais play from here, ils sont loadés en mémoire, mais voilà, ils y sont toujours pas, ils sont pas visibles. Vous pouvez voir le statut. Alors là, je peux pas sortir quoi que. Non, je crois pas que je peux sortir eject sans faire une manip. Enfin bref. Donc, ce que j'allais vous dire sur le côté, là il y avait marqué loaded en fait. Quand jouer. Vous pouvez faire un rewind de la vidéo un petit peu. Et vous verrez qu'il y avait marqué loaded. Donc ça veut dire qu'ils étaient en mémoire, les assets, mais ils n'étaient pas visibles. Si vous voulez qu'ils soient et loadés et visibles, il faut mettre activated. Voilà. Et là, si je lance, voilà, ils sont visibles. Donc vous en savez un peu plus sur tout ce qui est level instance, gestion de l'open world. Et je pense que c'est vraiment super nécessaire de savoir cela quand vous créez un jeu qui plus est, qui a une vocation à être construit de façon plus modulaire. Et il faut savoir que cette façon de travailler en level instance est totalement possible quand vous faites des levels simples et pas forcément des open world. Donc les level instance vont s'intégrer comme un objet, hein, pareil, dans votre level. Et en plus de ça, vous aurez les sub-levels possibles. Mais bon, c'est vraiment, ça prend vraiment tout son intérêt dans un open world. C'est level instance. Et les data layers ne seront pas, bien sûr, possibles dans un level classique. Hein. Les data layers sont vraiment pour les open world, donc utilise le word partition. Et donc voilà. Donc super important. Et puis vraiment voilà, le truc c'est que vous allez faire construire votre open world en blocade comme ça. Et quand vous allez commencer à changer des trucs, améliorer, faire du set dressing, polish les assets, vous allez voir en fait les changements se propager de partout dans votre level à une vitesse dingue, et ça va être super satisfaisant de voir en fait que votre monde évolue très rapidement, que tout le travail posé en amont était vraiment super important. Vraiment super important, et en plus de ça, ça permet d'optimiser vraiment le rendu. Ça permet vraiment d'optimiser le rendu, de travailler avec les level instance et les paquets de level actor. Super important. Quand on doit gérer des mondes vastes. Alors là, j'ai appuyé sur échappe. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit ce mot, échappe. Je vais juste voir un truc. Ouais, c'est bon. Donc voilà, j'espère que franchement cette vidéo là va vous éclaircir énormément sur la création d'open world, la création de ces level instance, le word partition, les data layers. Ça peut paraître un peu obscur quand on regarde la documentation d'Enreal. Alors, donc ouais, ça peut être un peu obscur quand on regarde la documentation d'Enreal, mais une fois qu'on sait
comment ça fonctionne. C'est vraiment génial. D'autant plus, donc comme je l'ai dit, quand vous travaillez Word Partition et le Revision Control, enfin le Source Control. Donc quand vous allez travailler avec des Source Control, vous allez pouvoir vraiment sauvegarder, checkout chaque objet dans vos level instance. Donc si par exemple vous faites une petite modification sur un des objets, il va vous demander de checkout vraiment l'objet avec le nom qui se trouve là du package. C'est super pratique quand on travaille à plusieurs sur un projet, et ça permet vraiment de se faire plaisir et de ne pas limiter la customisation de la map à une seule personne ou à 2-3 personnes. Tout le monde peut, dans une certaine limite, mais tout le monde peut faire des petites modifications sans problème, sans avoir à créer de sub-level spécifiques pour chaque personne. C'est assez génial, à vrai dire. Et donc ouais, les data layers, donc ça peut servir à plein de trucs, hein. Là j'ai mis j'ai décidé de regrouper en fait tous mes camps comme ça. L'avantage c'est qu'en faisant ça, en plus de les avoir groupés, de les rendre visibles ou invisibles, vous pouvez par exemple sélectionner tous les objets qui se trouvent dans ce data layer. Et là, ça vous permet vraiment de rapidement, par exemple si vous voulez voir rapidement où sont tous vos objets dans votre monde, vous pouvez faire donc un select actor data layer. Vous pouvez forcer le loading de tous les objets dans le data layer si certains ne sont pas visibles. Voilà, vous pouvez faire pas mal de choses avec ce data layer, et donc notamment classifier des objets qui seraient plus liés par exemple à l'audio, qui seraient plus liés au gameplay, à vos interactions, à ce genre de choses quoi. Parce que dans ces data layers, vous pouvez mettre des static mesh basiques, pas forcément des level instance, hein. Vous pouvez mettre tout n'importe quoi, votre éclairage, voilà. Vous pouvez faire créer n'importe quel type de catégorie. Ça dépend de l'organisation de votre projet quoi, en clair. C'est une organisation qui est à définir à un certain moment de toute façon. Donc voilà. Donc je l'ai dit que dans les level instance, vous pouvez mettre tout n'importe quoi. Et voilà, donc comme je l'ai dit, on peut mettre tout n'importe quoi, comme par exemple mettre des lights. Ou des lights, ou des volumes, ou donc tout ce qui est possible de mettre dans un level. Et donc c'est bien pratique, voilà, pour améliorer au fur et à mesure. Alors par contre, la mobilité, elle n'était pas bonne. Stationary, ça n'a pas l'air de marcher. Enfin bref, ça peut être un static ou movable. Je vais mettre plutôt en movable. Hop. Et donc ouais, voilà, c'est super cool quoi. C'est super cool pour travailler rapidement, voilà, sans se soucier est-ce que ça va être mis à jour de partout ou pas. Voilà. Et surtout c'est le fait de pouvoir en fait travailler dans l'éditeur. Avant on était obligé de passer par le blueprint, par l'interface du blueprint, c'était pas vraiment visuel ce qu'on faisait, on voyait pas trop l'environnement autour, enfin on voyait pas du tout l'environnement autour même. Et vraiment ça ramait énormément quand il y avait beaucoup de choses dans un blueprint.
pour pouvoir faire une petite modification, c'était vraiment pas évident quoi. Là avec ces level instance et ces paquets de level actor, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc c'est vraiment beaucoup mieux. D'ailleurs ça me fait penser que la light je l'ai mis dans le level instance et pas dans le paquet de level actor. Ce serait peut-être mieux dans le paquet de level actor. Enfin bref, là pour l'instant je vais la virer tout simplement. Alors il y a un truc que je vous ai pas montré. Quand vous rentrez dans le level instance, vous avez ce filtre, parce que là j'étais dans une autre vue, vous avez ce filtre blanc qui apparaît. Et ça vous montre en fait voilà, sur quoi vous travaillez, hein, clairement. Si jamais vous voulez lever ce filtre blanc qui s'affiche, vous pouvez aller dans Show, taper level et vous allez avoir Visualize Level Instance Editing. Alors si jamais vous travaillez sur une ancienne version d'Unreal, il faut savoir, donc l'ancienne version d'Unreal, je ne sais pas à partir de quel moment, mais il y a eu des mises à jour par rapport à ces Level Instance et par rapport à l'interface. Donc pour voir le level instance, si donc pour lever ce truc ce truc grisé là, donc ce truc grisé là, en appuyant sur Visual Level Instance Editing, si vous voulez le chercher dans les anciennes versions d'Unreal, vous n'avez pas ce search bar ici. Il va falloir venir le chercher, il me semble qu'il est dans Visualize, ouais. Et ici vous avez Visualize Level Instance Editing. Et également, selon les versions d'Unreal, vous n'avez pas également ce truc là. Donc ce truc là qui dit voilà, save ou cancel les modifications que vous faites sur Level Instance. Bon, je vais dire save. Et sinon, autre chose que je n'ai pas dit. Donc c'est des petits trucs moins importants. Donc quand vous travaillez dans un level instance ou dans un layer, vous voulez travailler dans un layer. C'est-à-dire que par exemple si vous êtes dans un layer, que vous voulez rajouter un objet au layer, que c'est pas forcément un level instance, mais voilà, peu importe. Si vous voulez travailler dans le layer, il va falloir que vous double-cliquez dessus. Et là, vous allez avoir voilà, Data Layer, DL Camp POI. Ça veut dire que vous allez travailler dedans. À chaque fois que vous allez mettre un objet à l'intérieur, un nouvel objet à l'intérieur, il sera automatiquement mis dans ce Data Layer. Donc, par exemple, voilà, je vais dire, on va voir ça. Donc, c'est un objet qui a été rajouté voilà, dans le Data Layer, là, parce qu'il était activé. Donc ici, regardez bien, là où vous êtes positionné dans votre hiérarchie de level en fait. Et c'est la même chose quand vous rentrez dans le level instance. Voilà, vous allez avoir current context. Vous êtes dans le level qui s'appelle dans le level instance qui s'appelle Medieval Cap. Mais voilà, imaginons que vous voulez ajouter un objet. Bon, techniquement, vous êtes déjà dedans. Enfin, on va dire, non, une partie est déjà dedans. Si vous voulez qu'il soit pour sûr être dans le data layer également, il va falloir que vous cliquez également sur votre data layer. Et là, vous êtes donc dans le level instance. Et quand vous allez rajouter l'objet, il sera également dans le data layer. Et donc, voilà. Là, si vous voulez sortir du data layer, il suffit de cliquer là. Hop, vous n'êtes plus actif, vous n'avez plus le data layer activé. Et voilà. Donc voilà. Hop, je vais lever cette petite bouteille là. Hop. Je vais la supprimer. Ça. Je save. Ça, je supprime. Et donc voilà, en plus de ça, c'est que ça va faire un outliner qui va être bien organisé, voilà, qui va être très propre. Donc organisé en level instance.
Ça, rien ne vous empêche de créer des dossiers, hein. Et dire voilà, ça c'est mes level instance de camp. Voilà. Level instance, medieval camp. Là. Et voilà, comme ça c'est encore mieux organisé. Voilà, parce que j'ai tout sauvegardé. C'est the current level to disk, c'est bizarre. Enfin, non, c'est pas que c'est bizarre, c'est que c'est vraiment la façon de configurer le projet Lyra là, qui pose souci. Ouais, je sais pas. Donc voilà, vous voyez qu'on peut vraiment faire des trucs bien organisés, propres et avec plein de fonctionnalités super intéressantes pour l'organisation de votre open world et voilà, avoir un côté modulaire à votre open world et donc pouvoir vraiment ranger voilà, votre monde rapidement. Donc pouvoir arranger votre monde rapidement, builder quelque chose rapidement et améliorer, itérer la qualité à chaque fois, faire toujours quelque chose de mieux sans effort. Donc sans effort arriver à avoir de la complexité, quoi. Disons que la complexité va se faire avec le temps, quoi. Avec le temps passé sur le projet, vous allez avoir un monde de plus en plus organique, mais ça rapidement, quoi. Mais ça rapidement. Donc voilà, c'était le... On va faire peut-être un petit screenshot. Enfin, c'est pas très joli, mais enfin, ça va quoi, c'est du blockout. Un petit screenshot pour la miniature. Hop. Voilà. Pas besoin de mettre en 2x. Hop. Alors, par contre là, tout ça pour ça, ça me paraît... Parce que normalement, là il m'a pris tous les... J'ai l'impression qu'il a pris toutes les buffers, alors que c'est pas demandé dans les options. Bon, peut-être une configuration de projet Lyra également. Encore. Donc voilà, ce tutoriel sur les level instance, sur voilà, l'open world, donc world partition, les data layers et les paquets de level actor. Donc ouais, ça me paraît essentiel et ouais, vraiment nécessaire de connaître ça quand on se lance dans la création d'un open world, parce que bon, mine de rien, c'est pas évident non plus. C'est pas évident non plus de savoir comment travailler sans open world quand on veut en débuter un, quoi. Surtout qu'on a l'habitude de créer des levels par le passé. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère également que voilà, vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo et que ça va vous aider dans la création de vos niveaux de jeu et voilà, rendre tout ça organique et cool à la fin en itérant et donc ouais, que ça va vous servir
que ça va vous servir. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne vidéo pour la chaîne. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et également souscrire à la chaîne. Enfin souscrire. Follow la chaîne. Donc si vous voulez avoir d'autres contenus de ce style-là, j'espère que je vais pouvoir faire un peu plus de contenu pour la chaîne dans le temps qui arrive, enfin, comment dire, dans les prochaines, j'ai pas envie de donner les prochaines semaines, les prochains jours, mais voilà, pas dans trop longtemps non plus, faire des vidéos cool comme ça, et vraiment, je pense vraiment utile. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le commentaire, le pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut, ciao.